Interprète! Interprète! Magic the Gathering, c'est l'exemple typique du jeu qui a subsisté à travers les âges. Exceptionnellement pour cette vidéo, je vous propose un rapide historique, histoire de mettre toutes les bases au clair. Richard Garfield, l'auteur de ce jeu devenu une licence à succès, est un passionné, peut-être même un surdoué selon les psychanalyses actuelles. Son truc à lui, c'est les mathématiques. Plus précisément, la logique combinatoire. Oui, ça peut paraître un peu flou ainsi, mais en résumé, ça consiste à visualiser un trajet logique. C'est la base de l'électronique au sens global, avant l'intervention du binaire, de l'informatique et de la logique séquentielle. Ouais, ça vous parle un peu plus, hein, je comprends. Revenons sur ce cher monsieur Garfield qui rencontre Peter Atkinson, manager chez Wizards of the Coast. Étant donné que des reconstitualisations de leur entretien ont déjà été faites ailleurs sur YouTube, je vais juste me contenter de le résumer ainsi. Peter Atkinson, c'est pas la moitié d'un con. Le gars gère des projets depuis plus de 10 ans, son entreprise a connu un succès énorme avec Donjons et Dragons, et Peter, il a l'œil, il sait reconnaître un talent quand il en voit un. Et lors de sa présentation, outre tout l'aspect fanatique de jeu de rôle de Richard Garfield, le représentant de sa future maison d'édition, voyant un travail de projet bien trop conséquent et coûteux, il prend les choses en main. Nous, ce qu'on cherche, c'est un jeu simple à produire, qui puisse se vendre et qui coûtera pas cher pour nous assurer une rentabilité. Et il lui sort un projet d'étudiant. Le principe est simple, des cartes illustrées fonctionnant en synergie pour simuler un combat en duel, tout autant qu'un aspect collection, de vouloir posséder certaines cartes. Le jeu a eu un succès phénoménal à défaut d'être immédiat, MTG ça fait tout de même 30 ans. Et pour revenir sur le titre de la vidéo, explorons un peu les références utilisées. Alors bien sûr ça peut paraître évident comme ça, mais le passif de l'auteur de ce jeu est très clair à ce propos. On pourrait suspecter qu'il s'est inspiré des œuvres de Tolkien ou de Jules Verne ou encore d'autres, mais non, la base qui a motivé le fait d'inclure Magic dans un univers d'heroic fantasy et de représenter les parties de jeu tel un duel entre deux invocateurs, cela ne vient que de Donjons et Dragons, qui à cette époque avait déjà largement étoffé son univers de jeu. Le heavy metal, oui encore une fois, c'est tout à fait contextuel et on ne peut plus simple de le deviner. Richard Garfield, il aime le rock, et encore plus le heavy metal. Le nombre de références impressionnant à des groupes de ce style de musique est juste innombrable. Heavy metal. Attendez, mais on a déjà parlé de ça? Non, bien sûr. Peut-être pourriez-vous avoir cette réaction en lisant l'entête, mais il ne faudrait pas confondre le style de musique heavy metal et le magazine mensuel recueil de bandes dessinées nommé Heavy Metal. Encore distribué actuellement après des décennies d'existence, ce magazine, qui, je le confirme, est une adaptation anglophone pour le public américain d'un magazine français et européen nommé Metal Hurlant, on y trouve énormément d'auteurs plus ou moins connus, même de grandes figures des médias concentrés sur le thème de la science-fiction. Cette ambiance caractéristique des années 70-80, pour aller dans les références les plus sombres et les moins connues. Les cartes à jouer. Alors, on connaît tous ces jeux de 52 ou 36 cartes, et plein de manières de s'amuser avec, mais au-delà du simple support en carton, une des premières évolutions des simples jeux de cartes à jouer, du côté américain, ont été les cartes autocollants. Oui, les joueurs de baseball et tous ces trucs-là, vous voyez forcément à quoi je fais allusion. Alors que, de l'autre côté du Pacifique, ils sont allés encore plus loin dans le délire, en créant littéralement des cartes dans le but qu'elles soient collectionnées par les passionnés. Peut-être que ce que je vous raconte là peut paraître un peu cryptique et surtout si vous avez moins de 20 ans, mais les personnes qui, à défaut de connaître cette évolution du jeu de cartes à jouer, connaissent forcément le nom Quartet. Le Quartet est un jeu en général d'une trentaine de cartes, qui illustrent en se permettant des indications et des précisions laissant clairement songer à une fiche de personnage. Le principe du quartet, en prenant comme sujet de base des tracteurs par exemple, est de défier avec une carte unique un adversaire sur une spécificité donnée du véhicule, et à ce moment-là que le meilleur gagne. C'est aussi simple que ça. Tout ceci, mélangé, remanié, réinventé et réinterprété, ont au fur et à mesure construit ce qui allait devenir un genre incontournable du jeu de cartes, à savoir les jeux de cartes à jouer et à collectionner. Magic the Gathering a été le premier, avant qu'une ribambelle de licences cherche également à adapter le concept à leur propre propriété intellectuelle. On pense bien entendu aux jeux de cartes à collectionner Pokémon, mais ils sont quand même nombreux à avoir pris le pli et rarement avec autant de succès que MTG.
Je ne vais pas m'étendre sur Wizards of the Coast, parce que la différence de taille est immense, mais aussi parce que ce n'est pas le sujet ici. À défaut d'un hommage, je vais me contenter de citer 2 artistes parmi le nombre impressionnant qui ont contribué à faire de Magic le jeu qu'il est actuellement. John Havan, cet artiste peintre qui a un talent indéniable pour représenter les paysages et la nature de la manière la plus belle et simple possible, a immédiatement été démarché sur le projet Magic the Gathering. Un style épuré, un coup de pinceau minutieux, des réalisations qui évoquent tout simplement des photographies. Il n'en fallait pas plus pour taper dans l'œil de Wizards of the Coast. Le second dont j'ai envie de parler se nomme Rob Alexander. Lui, son truc, c'est le concret et l'hyperréalisme. Ses seules illustrations sont si qualitatives que vous avez l'impression de voir une créature en vrai alors que ce n'est qu'un dessin. Bref, comme je l'ai déjà dit, le jeu a connu un succès monumental bien que celui-ci n'était pas immédiat. Et comme toute licence à succès, il y a eu autant de choses géniales et de grands moments que de choses qu'on ne préférait ne jamais savoir. Le marché noir des cartes à collectionner est devenu un putain d'enfer qui peut s'avérer extrêmement lucratif si vous êtes pourvu de ce petit déclic d'attention qu'on peut grossièrement résumer par être un parfait trou du cul. Malgré tout ce que Wizards of the Coast tente pour endiguer cette pratique, on est au niveau de la spéculation des crypto-monnaies. Voilà, la consécration et le revers du succès, d'ailleurs comme tant d'autres. Pour revenir sur cet entretien professionnel qui a permis la création du jeu, on a d'un côté le créateur passionné qui fourmille d'inventivité et qui est très doué dans ce qu'il fait et a aucune expérience professionnelle, et d'un autre côté, nous avons le professionnel avec de la bouteille, des connaissances du métier, un savoir-faire. Tout porte à croire que de telles personnes pourraient se détester. C'est sans compter le fait que autant l'un que l'autre ont vu au-delà des différences et n'avaient que leur projet et la réussite de celui-ci en tête, quitte à travailler chacun dans son coin, quitte à n'avoir des contacts que hebdomadaires ou même mensuels. Vous savez, une des lois irrévocables de la réalité et de la physique dit que les opposés s'attirent et les semblables se repoussent. En outre, il y a un dicton très célèbre qui dit « qui se ressemble s'assemble ». Le fin mot est juste que les humains sont tous dissemblables et que c'est notre faculté d'adaptation qui entre en jeu. Il suffit d'une rencontre à point nommé pour vivre une aventure formidable. Pardon, je voulais juste revenir sur la spécification que j'ai laissée dans le titre. S'inspirer, c'est se former un imaginaire évolutif dépendant de ce qui nous a subjugués durant notre existence. Rendre hommage à ces nombreuses aspirations n'est que la juste conclusion d'un cercle vertueux. Que ce soit bien clair. S'inspirer pour nourrir son imaginaire, ça n'a jamais été du plagiat. Je vais gentiment mettre les vidéos interprètes en pause. J'en ai sorti 13 jusqu'à maintenant en même pas un an. Pour ne rien vous divulgacher, je vais juste dire que j'ai envie de présenter quelque chose de plus personnel et propre.